Et si tout ce que tu fais en ce moment t'éloignait précisément de ce que tu veux vraiment? Pas par manque d'effort, pas par manque de talent, mais parce que personne ne t'a jamais expliqué comment le mental humain fonctionne vraiment sous pression. Il y a 2000 ans, un homme né esclave a développé un système de pensée si puissant que les empereurs romains l'étudiaient en secret. Ce système a traversé 20 siècles. Il reste aujourd'hui l'un des outils les plus efficaces pour reprendre le contrôle de sa vie. Et pourtant, la grande majorité des gens n'en connaissent même pas les bases. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 secrets stoïciens qui vont changer concrètement la façon dont tu penses, dont tu décides et dont tu réagis face à la pression. Pas de la philosophie abstraite, des principes testés dans les situations les plus extrêmes de l'histoire humaine. Et le 7e, reste bien jusqu'à la fin, c'est celui que presque personne ne comprend vraiment. Et c'est probablement celui qui va tout changer pour toi. Secret numéro 1, contrôle ce qui t'appartient vraiment. Épictète est né esclave. Dans la Rome antique, ça voulait dire une chose très simple. Tu ne possèdes rien, pas ta liberté, pas ton corps, pas ton avenir. Son maître pouvait décider de tout, y compris de le torturer. Un jour, son maître lui tordit la jambe pour le punir. Épictète, calme, lui dit simplement « Tu vas la casser ». Le maître continua, la jambe se brisa. Épictète dit alors « Je t'avais prévenu ». Ce n'était pas de l'indifférence, c'était quelque chose de beaucoup plus puissant. Épictète avait compris une chose que la plupart des gens mettent une vie entière à saisir, si tant est qu'ils y arrivent un jour. Il y a ce qui dépend de toi et il y a tout le reste. Ce qui dépend de toi, tes pensées, tes choix, ta façon de réagir, c'est à toi. Personne ne peut te l'enlever, même si beaucoup essayent. Et tout le reste, ce que les autres pensent de toi, ta réputation, les résultats de tes actions, le comportement des gens autour de toi, ça ne t'appartient pas, jamais. Le problème, c'est que la plupart des gens font exactement l'inverse. Ils s'épuisent à vouloir maîtriser ce qui leur échappe et négligent complètement ce qui est réellement entre leurs mains. Tu passes des heures à ruminer ce que quelqu'un pense de toi, c'est de l'énergie brûlée pour rien. Tu t'angoisses parce que le succès ne vient pas assez vite, même chose. Vouloir forcer ces choses-là, c'est comme essayer de contrôler la météo. Tu t'épuises. Le ciel, lui, s'en fout complètement. Pose-toi cette question maintenant, honnêtement. Dans ta vie en ce moment, quelle proportion de ton énergie mentale va vers des choses que tu ne contrôles pas vraiment? Marcus Aurèle gouvernait l'un des empires les plus puissants de l'histoire. Une armée, des conseillers, une autorité sur des millions de personnes. Et pourtant, c'est ce qui est frappant quand on lit ses carnets personnels, il se rappelait chaque jour que son seul vrai travail, c'était d'être juste, discipliné et lucide. Pas de contrôler le monde, juste de se contrôler lui-même. Quand ce principe commence vraiment à s'installer, quelque chose de concret se passe. Tu arrêtes de te battre contre des guerres que tu ne peux pas gagner, ton esprit se calme et tu deviens paradoxalement plus efficace parce que toute ton énergie va là où elle peut vraiment faire une différence. La sagesse commence là, savoir ce qui est à toi et lâcher le reste. Pas par résignation, par intelligence. Ce premier principe est le socle, mais le deuxième va te surprendre parce qu'il va exactement à l'encontre de ce que la société t'a appris depuis l'enfance. Secret numéro 2. Moins désiré pour être plus libre. En 65 après Jésus-Christ, Sénèque reçoit un message de l'empereur Néron. L'ordre est simple, meurs ce soir. Sénèque est l'un des hommes les plus riches de Rome. Il a des palais, des milliers d'esclaves, une influence considérable. En quelques heures, tout cela ne vaut plus rien. Ce qui est frappant dans les récits de cette nuit-là, c'est le calme de Sénèque. Pas de panique, pas de supplication. Il réunit ses amis, leur parle et accepte sa mort avec une sérénité que même ses ennemis ont reconnue. Pourquoi? Parce que depuis des années, Sénèque s'était entraîné à ne pas dépendre de ce qu'il possédait. Il avait écrit quelque chose qui dérange un peu quand on le lit pour la première fois. Ce n'est pas l'homme qui a peu qui est pauvre, c'est celui qui en veut toujours plus. On vit dans une culture qui pousse exactement dans le sens inverse. Plus de revenus, plus de followers, plus de statut. L'idée implicite, celle qu'on absorbe sans même s'en rendre compte, c'est que le bonheur est quelque part devant toi, accessible dès que tu auras atteint le prochain palier. Sauf que ce palier recule en permanence. C'est mécanique, c'est même conçu pour ça. Les stoïciens avaient vu ce piège très clairement. Quand ton bien-être dépend de facteurs extérieurs, tu es constamment vulnérable. Une bonne critique te gonfle, une mauvaise te dévaste. Tu n'es plus vraiment toi, tu es le jouet de ce qui t'entoure. Sénèque pratiquait quelque chose de radical. Il s'imposait volontairement des périodes de simplicité.
Repas basiques, confort minimal. Pas parce qu'il était pauvre, il vivait dans des palais, mais pour s'entraîner à ne pas dépendre du confort, pour vérifier concrètement que sa stabilité intérieure ne reposait pas sur des conditions favorables. Voilà l'exercice concret. Cette semaine, une journée. Pas de divertissement superflu. Repas simple, pas de vérification compulsive des réseaux. Une journée pour tester si ton calme intérieur tient sans béquilles extérieures. Quelqu'un qui n'a pas besoin de grand-chose pour rester stable est très difficile à manipuler. Tu ne peux pas le séduire avec des récompenses. Tu ne peux pas le paralyser en lui retirant ses conforts. Il est libre, d'une façon que beaucoup de gens qui ont tout ne connaissent pas vraiment. Ça ne veut pas dire rejeter l'ambition. Marcus Aurèle était empereur, Sénèque était richissime. Ils n'ont pas prêché la pauvreté. Ils ont simplement fait une distinction que peu de gens font. Vouloir quelque chose, c'est normal. En avoir besoin pour aller bien, ça, c'est une prison. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à Code de Vie dès maintenant. Laisse-nous un like pour soutenir ce travail et dis-nous en commentaire lequel de ces principes tu trouves le plus difficile à appliquer dans ta vie aujourd'hui. Secret numéro 3. Arrête de vivre pour l'approbation des autres. Voilà quelque chose que personne ne veut vraiment admettre. Une grande partie de ce qu'on fait chaque jour, on le fait pour que les autres nous regardent bien. On ajuste ce qu'on dit, on cache ce qu'on pense vraiment, on choisit nos objectifs en fonction de ce qui va impressionner, sans même s'en rendre compte, parce que c'est devenu automatique. Pense à la dernière décision importante que tu as prise. Honnêtement, est-ce que le regard des autres a joué un rôle dans ce choix? Épictète appelait ça une forme d'esclavage volontaire. Et il avait raison. Quand ton équilibre intérieur dépend du regard des autres, n'importe qui peut te déstabiliser avec un mot. Un compliment te met au sommet, une critique te fait dégringoler. Ta stabilité est dans les mains de gens qui, la plupart du temps, ne pensent pas à toi autant que tu l'imagines. Marcus Aurèle se rappelait souvent, dans ses carnets personnels, pas pour la galerie, que la renommée est éphémère. Les empereurs qui l'avaient précédé, adulés de leur vivant, ne sont plus que des noms gravés quelque part. Cette pensée, loin de le déprimer, le libérait. Elle lui permettait de prendre des décisions justes plutôt que des décisions populaires. Ce n'est rien comme différence, surtout quand tu diriges un empire, surtout quand tu diriges ta propre vie. Sénèque faisait un bilan chaque soir, pas pour compter ses succès, pour se demander « Est-ce que j'ai été honnête aujourd'hui, patient ? Est-ce que mes actes étaient alignés avec ce que je veux vraiment être ?» Son tribunal, c'était sa propre conscience, pas l'opinion publique. Ce basculement change tout. Tu commences à parler avec plus de franchise, tu prends des risques que tu évitais. Et paradoxalement, les gens te respectent davantage, pas parce que tu cherches à les impressionner, précisément parce que tu ne le cherches plus. On arrive maintenant à un principe que beaucoup de gens évitent, parce qu'il oblige à regarder quelque chose d'inconfortable en face. Et pourtant, c'est peut-être le plus libérateur de tous. Secret numéro 4. Souviens-toi que tout passe. Dans la Rome antique, quand un général revenait victorieux d'une campagne militaire, il avait droit à un triomphe, une parade dans les rues de Rome acclamée par des milliers de personnes. Mais derrière lui, dans son char, se tenait un esclave. Et cet esclave avait une seule mission, lui répéter en boucle à l'oreille une seule phrase. « Memento mori ». Souviens-toi que tu vas mourir. Au sommet de la gloire, au moment de la reconnaissance maximale, les Romains choisissaient ce moment précis pour rappeler à leurs généraux que tout cela était temporaire. Pas pour les déprimer, pour les garder lucides. Quand on oublie que le temps est limité, on agit comme s'il était infini, on reporte ce qui compte vraiment, on s'énerve pour des choses qui n'auront aucune importance dans 6 mois. On gaspille des années à courir après une reconnaissance qui s'évapore dès qu'on l'attrape. Sénèque l'a écrit directement. Le problème n'est pas que la vie est courte, c'est qu'on en gaspille la plus grande partie. Marcus Aurèle pensait souvent aux générations qui l'avaient précédé, des civilisations entières disparues, des empereurs craints et adulés réduits aujourd'hui à des noms dans des livres que plus grand monde ne lit. Cette perspective ne le rendait pas nihiliste, elle lui donnait une boussole. Ce qui reste, même brièvement, c'est la qualité des décisions, la justesse des actes. Le reste s'efface toujours. La prochaine fois que quelqu'un te cherche, demande-toi si ça comptera encore dans 5 ans. La prochaine fois qu'un projet échoue, rappelle-toi que c'est une parenthèse, pas une définition.
Cette pensée ne supprime pas la douleur, mais elle lui remet une juste proportion. Et si cette pensée sur la temporalité te semble encore abstraite, le prochain secret va la rendre très concrète. C'est peut-être le plus utile des 7 dans la vraie vie, celui que les stoïciens utilisaient précisément quand tout s'effondrait autour d'eux. Secret numéro 5, fais des obstacles ton carburant. En 161 avant Jésus-Christ, Marcus Aurèle devient empereur. Il pensait consacrer sa vie à la philosophie. Ce qu'il obtient à la place, c'est 20 ans de guerre, de pandémie, de trahison politique et de deuil personnel. Son fils meurt, des généraux le trahissent, la peste ravage l'Empire. Et c'est dans ce contexte précis qu'il écrit « Les pensées pour moi-même ». Pas depuis un palais paisible, depuis les campagnes militaires, sous la tente, entre 2 batailles. Il y écrit quelque chose qui est devenu l'une des formules les plus puissantes de toute la philosophie occidentale. Ce qui bloque l'action fait avancer l'action. Ce qui est en travers du chemin devient le chemin. La réaction normale face à un obstacle, c'est la résistance, l'énervement, le découragement. Les stoïciens avaient une réponse différente, pas plus confortable, mais beaucoup plus efficace. Et si l'obstacle était exactement là où la progression se passe vraiment? Musonius Rufus, un des professeurs stoïciens les moins connus, mais parmi les plus directs, enseignait que l'adversité est nécessaire, pas agréable, nécessaire. Tu ne développes pas la patience sans avoir quelque chose à endurer, le courage sans quelque chose à affronter, la discipline sans quelque chose à résister. Le confort ne fabrique pas de caractère, la friction, si, presque toujours. Un collaborateur difficile, entraînement à la diplomatie. Un projet qui s'effondre, leçon en gestion de l'incertitude. Une trahison, mise à l'épreuve du discernement et de la résilience émotionnelle. Voilà l'exercice. La prochaine fois que tu fais face à un problème, avant toute réaction, pose-toi cette question précise. Quelle vertu précise est-ce que cet obstacle m'invite à développer? Patience, discernement, courage? La réponse change tout. La question ne devient plus « pourquoi ça m'arrive à moi ?» Elle devient « qu'est-ce que je peux construire avec ça ?» Si cette réflexion fait écho à ce que tu vis, abonne-toi à Code de Vie pour continuer ce chemin. Active la cloche pour ne manquer aucune vidéo et laisse-nous un like. C'est ce qui permet à ce travail de continuer. Secret numéro 6. Maîtrise tes réactions. Un sénateur romain, furieux contre Épictète, entre dans sa salle de cours et commence à l'insulter publiquement devant ses élèves. Il l'humilie, il crie, il attend une réaction. Épictète le regarde et dit calmement « Tu as fini ?» Pas d'ironie, pas de mépris, une simple question. Le sénateur, déstabilisé par cette absence totale de réaction émotionnelle, repart sans avoir obtenu ce qu'il était venu chercher. Épictète avait formulé la règle derrière ce comportement avec une précision chirurgicale. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. 2 personnes, même situation. L'une s'effondre, l'autre reste stable. La différence n'est pas dans ce qui s'est passé, elle est dans l'espace entre le stimulus et la réaction. Cet espace, c'est là que tout se joue. Les stoïciens ne cherchaient pas à supprimer les émotions, c'est un contresens important à corriger. Ils cherchaient à ne pas en être les esclaves. La colère peut surgir, la peur aussi. Mais entre le moment où elles apparaissent et le moment où tu agis, il y a, si tu t'y entraînes, un temps de délibération. Un instant où tu choisis vraiment. Marcus Aurèle s'entraînait à ça chaque jour. Face aux trahisons politiques, aux critiques, aux mauvaises nouvelles du front, il se rappelait que la réaction des autres disait quelque chose sur eux, pas forcément sur lui. Ça lui permettait de répondre avec lucidité plutôt que de réagir à chaud. Voilà l'exercice concret. La prochaine fois que tu sens une émotion forte monter, avant d'agir, prends 10 secondes. 10 secondes pour te poser une question simple. Est-ce que ma réaction va servir ce que je veux vraiment ou est-ce qu'elle va juste soulager une tension de l'instant? Avec de la pratique, et c'est vraiment une question de pratique répétée, pas d'illumination soudaine, cette pause devient naturelle. Et les gens qui ont cette capacité dégagent quelque chose de particulier, une solidité. On leur fait confiance sans vraiment savoir pourquoi. C'est ça la vraie autorité. Pas celle qu'on réclame, celle qui s'impose silencieusement. On arrive maintenant au 7e secret, celui que j'ai annoncé au début, celui que presque personne ne comprend vraiment et qui pourtant résume tout le reste. Secret numéro 7, deviens plutôt qu'obtenir.
En 180 après Jésus-Christ, Marcus Aurèle meurt sur le front du Danube, pas dans son palais, pas entouré de luxe, sur le terrain, jusqu'au bout. Ce qui est frappant, c'est que ses carnets personnels, les pensées pour moi-même, n'étaient pas destinés à être publiés. Il les écrivait pour lui seul. Personne n'était censé les lire. C'était son entraînement quotidien, sa façon de se rappeler chaque jour qui il voulait être, pas ce qu'il voulait obtenir. C'est ça le 7e secret. Et c'est le plus difficile à intégrer dans une culture qui mesure tout en résultats visibles et quantifiables. Au lieu de te demander ce que tu veux obtenir, demande-toi qui tu es en train de devenir. Les stoïciens pensaient que la vertu est le seul bien réel, pas la richesse, pas la célébrité, pas le confort. Ces choses ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Ce qui compte, c'est le caractère qu'on construit en les poursuivant ou en sachant les refuser quand elles coûtent trop cher à qui on est vraiment. Marcus Aurèle se posait une question régulièrement dans ses carnets. Est-ce que j'agis avec justice, avec discipline, avec courage? Pas « est-ce que j'ai réussi ?» Pas « est-ce que les gens m'ont applaudi ?» Ce déplacement du résultat vers le processus, de l'obtention vers le devenir, change la texture de chaque journée. Les échecs deviennent des données, les obstacles deviennent des entraînements, et les succès, quand ils viennent, sont solides, parce qu'ils reposent sur quelque chose de réel. Sénèque faisait son bilan du soir, pas pour compter ses points, pour voir si la personne qu'il avait été dans la journée ressemblait à celle qu'il voulait être. C'est une discipline discrète, presque invisible de l'extérieur. Mais sur des années, elle fabrique quelque chose qu'aucun résultat extérieur ne peut construire à ta place. Un caractère stable, autonome, difficile à déstabiliser quoi qu'il arrive. Et ironiquement, les gens qui fonctionnent ainsi attirent souvent ce qu'ils ne cherchent plus activement. Le respect, les opportunités, la confiance des autres. Pas parce qu'ils le réclament, parce que ce qu'ils dégagent le rend inévitable. Ces 7 principes ne sont pas une liste à cocher, ce sont des directions, des façons de se rapporter à soi-même et au monde qui, avec de la pratique, vraiment de la pratique, pas juste de la lecture, changent quelque chose de concret dans la durée. Contrôle ce qui t'appartient, désire moins pour être plus libre, cesse de vivre pour l'approbation, rappelle-toi que tout est temporaire, transforme les obstacles, maîtrise tes réactions et deviens plutôt qu'obtenir. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans problème, il promet quelque chose de bien plus utile, un esprit qui sait quoi faire avec les problèmes quand ils arrivent, et ils arrivent toujours. C'est souvent quand on arrête de tout forcer que les choses commencent enfin à bouger. Les stoïciens l'avaient compris il y a 2000 ans, ça n'a pas vraiment changé. Alors dis-nous en commentaire lequel de ces 7 secrets tu vas commencer à appliquer dès cette semaine, et pourquoi celui-là en particulier. Ces échanges-là comptent vraiment et ils aident d'autres personnes à trouver leur chemin aussi. Abonne-toi à Code de Vie si ce n'est pas encore fait, laisse un like pour soutenir ce travail et à très bientôt.